Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je m'appelle Gwen, je suis la créatrice et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. C'est une sorte de vidéo explicative. Plusieurs du même genre suivront sur les sujets qui reviennent le plus souvent dans mes commentaires et YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et sur mon Gmail et qui concernent la fabrication et les différents savons qu'on peut réaliser. La première sera consacrée aujourd'hui à la fabrication de savon à froid et fera donc écho à la toute première que j'avais publiée il y a 2 ou 3 ans maintenant. La seconde sera consacrée à la trace, donc ce sera un tronçon de la première vidéo pour ceux qui seront intéressés uniquement par ce sujet. En 3, nous verrons le choix des beurres végétaux, des huiles et des ajouts divers. Et on verra ensuite pourquoi la soude réagit mal parfois avec certains de ces ajouts. En 4, nous verrons les marbrages et comment les faire. J'ai vu que j'avais plusieurs questions sur ce sujet. Apparemment, sur certaines des vidéos, on voit mal la manière dont je m'y prends. Donc j'ai essayé de vous refaire le cadrage différemment et d'augmenter l'image, la taille de l'image pour que vous voyez mieux. En 5, on verra les savons ménagers. Donc je me suis aperçue sur ma chaîne que j'en avais publié qu'un seul type, c'était le savon vaisselle, alors que je fais vraiment des savons ménagers pour tout, le linge, la vaisselle et l'entretien, que ce soit de la maison ou de l'extérieur. Donc j'en ai filmé quelques-uns. Je viendrai les mettre dans cette vidéo et on parlera de la différence qu'il y a entre les savons ménagers et les savons corporels. En 6, ce sera la pâtis-savonnerie ou comment allier deux passions entre la pâtisserie et la savonnerie. Donc on verra tout ce qui sera cupcake et imitation de gâteau. Pour la 7e vidéo, ce sera les savons carte postale. Donc ce que j'appelle les savons carte postale, c'est ce qui représente un paysage et qui est quasiment un copier-coller par exemple d'un tableau. En 8, ce sera la chantilly de Saf et en 9, la sope d'eau. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes dans les questions qui confondaient que ce soit la chantilly de Saf qu'on met sur les savons pour les décorer, celle qu'on peut utiliser dans la douche en gel douche et la sope d'eau. Donc c'est vraiment 3 choses différentes et du coup là on les verra à la fois donc dans les savons pâtissiers, donc les savons de la pâtis-savonnerie. Là on verra la chantilly qu'on met sur le dessus des savons. Je crois que j'en parle aussi dans la vidéo des marbrages. Il y aura aussi la partie donc chantilly de Saf, celle que j'obtiens en faisant fondre un Saf et que j'utilise en gel douche. Et une 9e partie donc qui sera sur la sope d'eau. J'avais réalisé il y a très longtemps une vidéo dessus, mais le cadrage était trop moche et je l'avais pas publié. Et il m'en restait de cette sope d'eau. Du coup, j'en ai pas refait tout de suite. Et là, vu que j'ai un savon d'Halloween et de Noël qui arrive avec des idées un petit peu... il me faut de la sope d'eau. Donc, j'en ai refait quelques couleurs. En 10, et je crois même qu'elle va être publiée beaucoup plus tôt parce que celle-là, elle a été tournée il y a un moment maintenant. Donc, c'est ma boîte à témoins. On va l'ouvrir. Déjà, on va parler de ce que c'est, pourquoi c'est important d'en avoir une, et on va ouvrir la mienne où on va découvrir l'intégralité des savons que j'ai réalisés quasiment depuis le début parce que j'ai pas gardé, on va dire, les 10 premiers savons nature que j'avais fait. Ceux-là, on les a tous utilisés, j'ai vraiment rien gardé, ça a été bête de ma part. Mais ensuite, j'ai commencé à me renseigner sur la savonnerie et j'ai découvert que c'était important. Donc, je m'en suis constituée une. On l'ouvrira ensemble, on découvrira ce qu'il y aura dedans et comment les savons se sont comportés au fil du temps. Et en dernière partie, mais je crois aussi qu'elle sera publiée avant puisqu'elle concerne aussi la cosmétique, c'est, je crois, la question qui me revient le plus, c'est pourquoi toutes mes recettes sont en pourcentage. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'on fait. Donc en cuisine, on peut vous dire 400 g de farine pour 3 œufs, etc. Ce qui va être compliqué à diviser. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de diviser 3 œufs. Alors 400 g de farine, c'est sûr, c'est facile. On fait diviser par 2, ça donne 200 g. Mais 3 œufs. Alors que si vous aviez votre recette en pourcentage, ce serait beaucoup plus facile à calculer. Un œuf reste un œuf, bien sûr. Donc sur les recettes de cosmétiques, de savon, de bougies, et je crois même que je le fais aussi pour la résine et la gesmonite, je note tout en pourcentage, ce qui vous permet, vous, de votre côté, d'avoir n'importe quel contenant à remplir et de pouvoir retomber sur vos pieds. Donc par exemple, quand on fait n'importe quoi, un savon de 1 kg, eh ben, c'est pas dur. Donc le kilo, c'est 100%. Donc chaque 10%, ça sera 100 grammes.
ça c'est facile. Par contre, si vous voulez faire 2,730 grammes de 2 kg 730 grammes de savon, vous avez la possibilité, avec les pourcentages, de savoir exactement pour ce total-là, les parties qu'il vous faudra. Donc c'est beaucoup plus facile à recalculer, il suffit juste d'utiliser un produit en croix et on verra ça donc dans la partie 11, la 11e vidéo. Oui, j'ai vu gros, vraiment. Donc pour celle-ci, ce sera comment réaliser un savon à froid et se préparer à la fabrication. Donc j'ai essayé de faire un plan le plus compact possible avec vraiment toutes les questions. J'ai essayé de me mettre à votre place en tant que débutant et de reprendre tout ce que moi j'avais noté dans mes toutes premières recherches. Je l'ai divisé encore une fois en 11 parties. Donc il y aura un savon à froid, qu'est-ce que c'est déjà, pour commencer. Ensuite, pourquoi est-ce intéressant de le réaliser soi-même? Quelle protection faut-il prendre pour soi et son matériel? Comment choisir ses ingrédients et pourquoi? Quel matériel pour débuter? Comment débuter? On va voir aussi une grosse partie sur la soude, comment jouer avec la concentration et pourquoi c'est important de se protéger quand on travaille avec la soude. En 8e partie, ça y est, je suis prête, ma recette est faite, je me lance. On va parler en 9e partie de quand démouler, pourquoi le temps de démoulage est important pour certaines créations moins que d'autres. Par exemple, si vous avez un moule très détaillé, il vous faudra faire attention à votre temps de démoulage, sinon une partie de la pâte restera coincée dans les petits détails, ou alors ce sera tellement étiré que vous n'aurez plus du tout les détails, mais vous aurez des petites pointes de savon. Ensuite, on verra la cure, quelle durée et pourquoi. Et on finira tout ça avec un test de pH et pourquoi c'est important de le faire. Donc un savon à froid, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange d'huile végétale ou de beurre végétaux ou de graisse animale avec une solution de soude. Ça va nous donner un savon sur gras glycériné. Donc la glycérine, c'est en plus du savon, est obtenue lors de la saponification. Donc c'est une réaction chimique entre les matières grasses et la base forte, donc qui est la soude. On le dit à froid car on ne chauffe pas le mélange. Bien sûr, on va réchauffer les huiles dures pour qu'elles soient plus fluides, mais on ne va pas chauffer le mélange comme on le ferait pour un savon à chaud qui est réalisé la plupart du temps dans une marmite. Donc dans ce cas-là, on cuit le savon. La saponification se fait alors rapidement et il est possible de faire des ajouts non saponifiés comme des œufs pour faire un shampoing, de la crème fraîche pour un savon extra doux, etc. On parle d'un savon sur gras parce que dans le savon à froid, il y a une partie des huiles qui n'est pas saponifiée pendant la réaction chimique. Elle est laissée en plus pour davantage de bienfaits pour notre peau. Par contre, il est impossible de savoir quelle huile va être saponifiée et laquelle va être laissée intacte. C'est ce qu'on appelle les mystères de la saponification. Il faudrait faire une analyse chimique pour connaître à la fois quelle huile est restée et combien de cette huile est restée. Donc c'est pour ça que quand on vous dit dans les recettes pour débutants d'ajouter des huiles de surgraissage à la trace, pour moi c'est une bêtise entre guillemets, parce que c'est un super moyen pour oublier d'ajouter cette huile. Vous êtes lancé, vous voyez que vous avez votre belle pâte à savon, vous la moulez et là au moment de ranger, vous vous rendez compte qu'il reste un petit flacon avec des huiles dedans, c'est votre surgras. Donc ça peut être dangereux de ne pas l'ajouter. Et en plus, vu qu'il n'y a pas d'impact, autant l'ajouter dès le début, il n'y a pas d'oubli, et au moins vous savez que l'huile que vous deviez ajouter est là. On parle également de savon glycériné, comme je vous disais, elle est naturellement produite lors de la réaction chimique du mélange des gras avec la soude. La plupart des savons industriels sont pauvres en glycérine naturelle ou alors complètement retirés par le fabricant pour la revendre et la remplace ensuite par de la glycérine minérale. Donc c'est obtenu à partir de pétrole. Donc bien sûr, votre savon fait main sera tout de suite beaucoup plus glycériné et la glycérine est un atout pour la peau. Plus votre savon contiendra d'eau, plus vous aurez de glycérine et elle sera visible. On appelle cela les rivières de glycérine. Je vous mets une photo d'un savon que j'avais réalisé. La pâte était censée, la pâte entourant la sirène était censée être blanche avec des petites arabesques pastel qui avaient également du blanc du coup pour éclaircir mes couleurs. Et comme vous voyez, à part la sirène qu'on se distingue très bien puisqu'elle est faite en melt and pour,
tout le reste a craquelé. On dirait presque que ça a craquelé, mais si vous touchez avec votre doigt, c'est lisse. Donc en fait, c'est uniquement visuel. Ce sont donc toutes les rivières de glycérine. Ce savon était extra doux. Une fois que votre pâte à savon a coulé, que vous avez coulé votre pâte à savon dans le moule, vous allez tout de suite constater l'augmentation de la température. Donc ça peut se faire très très rapidement, comme dans les cas des 100% coco. C'est la preuve que la réaction chimique a démarré. Il faut environ 48 à 72 heures pour que la saponification du pain à savon se fasse complètement. Voilà pourquoi il est toujours impératif de garder ses gants lorsque vous allez démouler et découper votre pain à savon. Quand je vois plein de personnes qui le font au bout de 24-36 heures et qui ne mettent pas leurs gants, vous risquez de démouler un savon caustique qui peut avoir par exemple une poche de soude sur le dessous. Et lorsque vous allez passer votre main pour démouler, vous allez passer votre main nue dans une poche de soude. Donc il faut toujours garder vos gants. Je sais, d'un autre côté, c'est beaucoup de gâchis. Mais ce que je fais, c'est que j'essaye de garder mes gants jusqu'à ce qu'ils craquent. Donc je garde toujours de l'alcool à 90 ou isopropylique à côté de moi. Et lorsque je vois que le gant est simplement souillé, je vais passer cet alcool pour le nettoyer. Et je vais garder le gant au lieu de le changer. Par contre, si je le craque à cause, je sais pas, je l'ai pris dans le mixeur en voulant le monter et le démonter, dans ce cas-là, je vais changer mon gant. Ou alors, je l'ai craqué à cause d'un ongle trop long. Pareil, je vais changer mon gant. Par contre, je les lave pas. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui proposaient des solutions pour les laver. J'ai essayé donc de les laver à l'eau chaude, au savon, de les mettre à sécher comme du linge et de les remettre ensuite. Sauf que j'arrive pas à enfiler mes mains dedans. Et je les craque en essayant. J'ai essayé avec du talc. Le problème, c'est qu'après, je touche tout ce que tout ce que je touche. Je tâche, pardon, tout ce que je touche. Et du coup, pour moi, c'est pas une solution viable. Donc, je préfère garder mes gants les plus longtemps possible, mais je garde toujours mes gants, que ce soit pour fabriquer des savons ou que ce soit pour les découper. Ici, je vous montre un savon que j'avais réalisé pour les fiançailles de mon frère et qui avait craqué. Donc, j'avais posté à cette époque le savon complet et on voyait que au niveau du trou, il y avait de la pâte qui était ressortie. Donc j'avais gentiment repoussé la pâte à l'intérieur. Et lorsque je l'avais découpée, ce qui était invraisemblable, c'est que les arabesques n'avaient pas été perturbées. Il y avait toujours les belles arabesques, on ne voyait pas de pâté. Donc au début, j'ai cru qu'il avait eu trop chaud. Et ensuite, j'ai refait un savon avec cette même fragrance, mais une recette différente, qui m'a fait la même chose. Donc en fait, je pense que la fragrance qui s'appelle Filtre d'amour, qui est très bien, que ce soit en bougie ou en savon, mais elle m'a quand même fait craquer deux tops de savon, deux beaux tops que j'avais fait. Les tops, c'est les dessus des savons. Du coup, je pense qu'elle fait chauffer la pâte. Donc peut-être qu'après, sans ajout, parce que dans celui-là, il y avait du lait et dans l'autre, il y avait du miel, elle se serait mieux comportée, mais les deux fois où je l'ai testée, il y avait des ajouts. Donc j'ai gardé les savons, j'avais fait le test pH qui était nickel, mais il faut savoir aussi que parfois, votre recette est nickel, vos colorants, vous les connaissez, vous les avez déjà travaillés, et c'est votre fragrance qui vient un petit peu mettre la zizanie. Donc pourquoi est-ce intéressant de le réaliser soi-même? Donc pour moi, il y a 3 raisons principales, à mon sens en tout cas. La première, c'est la maîtrise des ingrédients. Donc que ce soit le choix des couleurs, du design, de son parfum, c'est la totale liberté. Sur ma chaîne, vous pouvez trouver une centaine de savons aux couleurs et designs différents. C'est vraiment pour moi ma partie préférée. Et c'est une des choses pour laquelle je ne me suis pas professionnalisée. Je ne suis pas devenue savonnière professionnelle parce que je ne me voyais pas fabriquer le même savon des dizaines et des dizaines de fois. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir tout changer. Donc, vous voyez là sur la galerie de mes photos, j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai fait depuis cette vidéo. Vous pouvez vraiment trouver de tout, du plus simple comportant le moins d'ingrédients possible au plus alambiqué. Personnellement, j'appelle ça mes folies savonesques. Et tout part la plupart du temps puisque mes proches maintenant n'utilisent plus que mes savons. Une autre raison, à mon sens, c'est la maîtrise de son budget. Donc bien sûr, se lancer peut paraître coûteux puisqu'il va falloir acheter du matériel et des ingrédients. Mais maintenant que j'ai produit suffisamment, une part de savon de 100 grammes me revient environ à 2 euros. Donc avec des parts montant jusqu'à 3,80 € selon les ingrédients utilisés.
Et j'arrive même à descendre en dessous des 2 € lorsque je fais un savon nature, n'ayant vraiment, par exemple, un coco olive avec juste eau et soude, j'arrive en dessous. Donc je vous ai mis un petit tableau avec l'exemple d'un savon nature de 900 g d'huile, donc ce qui vous fait quand même un savon d'environ 1100 g, avec un surgras à 7% et une concentration de soude à 40%, qui me donne donc 10 barres de 90 g chacune, en sachant que pendant la cure, elles vont perdre entre 3 à 7 grammes. Donc on arrive plutôt sur des barres de 80, on va dire 82 généralement. Dans mon tableau, je fais une colonne ingrédients, une autre pour le prix au litre ou au kilo de l'ingrédient. Pour la troisième colonne, je vais indiquer les quantités que je vais ajouter pour ce type de recette. Et la dernière colonne sera le prix de chaque quantité. Donc une fois que j'ai toutes les informations pour chaque ligne, je fais le total de ma colonne prix que je divise ensuite par 10. Donc là, je vous fais la vidéo le 19 novembre 2023. Et tous mes prix principalement me viennent d'Aromazone. Ou alors, je vous précise à chaque fois d'où ça vient. Donc, l'huile d'olive était au prix de 19,80 € au litre chez Aromazone. Donc, je compte ajouter 648 grammes pour cette recette, ce qui me coûtera 12,83 €. L'huile végétale de coco était à 18,30 €, pareil chez Aromazone. Je compte ajouter 252 grammes pour cette recette, ce qui va me coûter 4,61 €. Pour réaliser ma lessive de soude, j'aurai besoin de 124 g d'eau, 124,59 g de soude caustique, pardon. Donc, je les achète par seau de 5 kg. Et là, ça faisait 5 € le kilo, donc chez la droguerie Jarry. Ce qui m'a fait un total de 0,62 €. Et j'ai également besoin de 186,88 g d'eau déminéralisée au tarif de 0,6 centimes le litre à Géant Casino pour un total de 0,11 centimes. Il faut savoir que j'utilise de l'eau déminéralisée car chez moi, l'eau est extrêmement calcaire et le calcaire peut fausser votre savon. En plus, étant donné que je fais des savons à froid pour protéger ma peau de trop de calcaire dans ma douche, c'est pas pour mettre de l'eau pleine de calcaire dans mon savon. Donc le total pour ce savon est donc de 18 € et de 18,17 € divisé donc pour nos 10 barres. J'obtiens un savon de 100 grammes à 1,81 €. Comme je vous disais, ceux qui n'ont rien, ni colorant, ni fragrance et un minimum d'ingrédients, me coûtent en dessous des 2 € la part. Ensuite, pour un savon qui sera, lui, coloré et parfumé, donc je prends le même tableau, la même base de savon, pour voir combien me coûte un savon, donc cette fois parfumé et coloré. On garde les mêmes informations et les mêmes ingrédients qu'avec l'exemple du savon non parfumé et non coloré de 900 g de tout à l'heure. On garde le même surgras de 7% et une concentration de soude à 40%. Donc encore une fois, j'obtiens 10 barres de 90 g chacun, avant cure, qui arrive entre 83 et 87 grammes lorsqu'ils ont curé. Dans mon tableau, je fais une ligne rappel des infos précédentes. Donc ma base me coûte 18,17 € pour le pain entier. La fragrance se calcule par rapport au poids des huiles. Ici, nous avons 900 grammes et je souhaite doser ma fragrance à 2%. Son prix étant de 109,9 € au litre chez Aromatizy, je compte ajouter 18 grammes pour cette recette, ce qui me coûtera 1,98 €. Les colorants se calculent également par rapport au poids des huiles, ici 900 grammes, mais je souhaite faire 3 couleurs. Une première représentera 60% de mon savon et les deux autres représenteront 2 fois 20%. Donc je vais utiliser un tableau pour vous expliquer mon procédé de partage. J'utilise le produit en croix pour déterminer la quantité d'huile concernée. Mes 100 grammes représentent mes 900 grammes, mes 100% représentent mes 900 grammes d'huile. J'ai besoin de connaître combien de grammes d'huile me fait 60%. Donc je multiplie 60 par 900 que je divise par 100, ce qui me donne 540. À partir du poids des huiles, je repasse ma recette au calculateur pour déterminer le poids de pâte à savon concerné. Une fois ma recette réalisée, je prélèverai cette quantité à part pour la colorer avec ma couleur numéro 1. Ensuite, je calcule chaque poids de colorant nécessaire en utilisant une nouvelle fois le produit en croix. Donc mes 100% cette fois représentent 180 grammes et il me faut 2,8%
pour savoir combien je vais ajouter de colorant. Donc j'obtiens du coup le poids de mica nécessaire pour mes parties 2 et 3, ce qui me donne 5,04 g de mica pour chaque. Je fais la même chose pour obtenir mon poids de dioxyde en sachant que j'utilise celui qui se mélange à l'eau. Donc on fait la même chose, mes 100% sont mes 540 g d'huile, 3,3% de ces 540 g d'huile, c'est 17,82. Avec ce tableau, j'ai toute ma recette décomposée et je ne perds pas de temps ensuite à me demander combien de pâtes est nécessaire pour telle ou telle partie. Tout est écrit dans mon carnet. Ensuite, donc on va reprendre après cette parenthèse les calculs de prix. Maintenant que je sais de combien de mica ou de dioxyde est nécessaire pour colorer mon savon, je peux rapporter ces quantités dans mon tableau et en déduire le coût. Mes 2 mica dosés à 2,8% me reviennent à 0,55 centimes. Chacun pour un prix au kilo à 109,90. Chez Aromatizy, mon dioxyde de titane dosé à 3,3% me coûte 0,46 pour le kilo à 25,95 dans la même boutique. Le total pour ce savon est donc de 21,71 divisé par nos 10 bars, j'obtiens un savon de 100 grammes à 2,17 €. On est quand même loin des prix du commerce qui sont pourtant des savons nettement moins bons pour votre peau, avec des huiles nettement moins bonnes et dont la glycérine a été retirée, vendue et remplacée par une glycérine minérale. Et enfin, la troisième raison, ils sont donc plus sains pour la peau et la planète. Donc pour ma part, j'ai toujours eu la peau extrêmement sèche, plus encore quand le froid s'installait. Vous savez, au moment où le froid, on est dans les moins quelque chose, j'avais toujours la peau mais qui tiraillait, puis grattait et finissait par craquer. Donc que ce soit au niveau des mains, des chevilles, des genoux, des coudes et les bras, les jambes, bref, je me retrouvais avec de grosses crevasses qui mettaient des semaines à guérir. Tout cela me coûtait une fortune en soins entre les crèmes, les masques, les lotions. Je perdais un temps fou chaque matin et mon budget dépassait souvent les 50 € par mois. Tout cela a été réglé dès que j'ai commencé à utiliser des produits maison, en commençant par les savons. Si ma peau est moins agressée pendant son lavage, elle souffre moins et s'auto-répare plus facilement. Si davantage de gras reste pour nourrir ma peau et que plus de glycérine reste pour l'hydrater, elle se porte toujours mieux. Pour vous donner une idée, avant j'utilisais une lotion corporelle non rinçable dans la douche, après mon gel douche. Puis je me tartinais de crème corporelle spéciale peau sèche matin et soir. Et malgré cela, j'avais des jambes continuellement sèches au point d'avoir la peau crocodile, des bras qui pelaient et un visage toujours rouge d'irritation. Aujourd'hui, plus de lotion après la douche, une simple crème faite maison avant d'aller au lit suffit à ma peau. Je n'ai plus du tout les jambes crocodiles ni les bras qui pèlent. Les rougeurs de mon visage ont complètement disparu et je ne sens plus de démangeaisons quand je dois m'exposer au soleil ou au froid, mon pire ennemi. Mon seul combat aujourd'hui réside avec mes mains. Entre mon emploi d'assistante maternelle, le fait que je fabrique tout à la main de ma cuisine à mes produits de soins et d'entretien, je me lave continuellement les mains. Ça peut aller, je crois. L'autre fois, j'avais parlé de ça avec mon copain qui, en rigolant, m'a mis au défi de vivre ma vie normale et lui, il allait me chronométrer et compter combien de fois je me lave les mains. Il s'est arrêté après 40 sur une journée normale. Donc, même les meilleures crèmes ne peuvent pas sauver les mains quand l'hiver vient. Donc, je fais carrément des masques d'huile où je laisse mes mains trempées dans une petite assiette où j'ai mis des huiles. Et même ça dure 2-3 jours en fait, où elles commencent à aller mieux. Et je vais me réexposer, trop les laver et on est reparti. Donc, j'ai également dans mon entourage beaucoup de personnes qui souffrent de psoriasisme et qui m'ont affirmé avoir vu des améliorations à leur état. Et également des personnes qui suivent des lourds traitements médicaux, comme par exemple des traitements anti-cancer, et qui, pareil, ont du mal à utiliser même les savons achetés en pharmacie. Et par contre, ils ont moins de difficultés avec les miens. Ils piquent moins durant l'utilisation et ils voient que leur peau est légèrement moins sèche qu'avec un savon du commerce. Et honnêtement, quand je vois ça dans ma salle de bain, que ce soit près du lavabo ou dans ma douche, ça me donne envie de me laver. Donc quand je pense aux petits enfants de mon entourage et de ma famille qui ont du mal de temps en temps à aller prendre le bain, la douche, et ben je sais que tous les parents me disent que
Ils ont juste à leur dire « Bah c'est dommage, il y avait un nouveau savon de Tata Gwen » et hop, le petit est à la douche. Donc on a vu que faire du savon peut être très amusant, on peut s'éclater, mais il faut toujours faire attention à soi. Donc il y a des règles de sécurité, il y a des précautions à prendre. Et la première d'entre elles, donc, c'est protéger son espace de travail, surtout si vous travaillez dans votre cuisine. Donc à force, moi je me suis aménagé un atelier où je sais que personne n'entre à part moi. Mais si vous travaillez dans votre cuisine, il va falloir protéger votre espace de travail. La pâte à savon peut toujours gicler. Donc, il faut travailler en vous disant que vous allez faire une bêtise. Comme ça, vous protégez le plus possible. Et même si la bêtise arrive ou l'accident arrive, eh ben, vous étiez préparé. Donc, on protège l'espace de travail. On peut mettre simplement une nappe qui sera uniquement réservée à ça. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'investir dans un matériel professionnel ou d'installer un atelier si vous comptez simplement fabriquer 2 ou 3 savons dans l'année pour vous et votre famille. Si vous travaillez par contre face à une crédence selon la matière, il vous faudra la couvrir ou bien la laisser nue et bien la nettoyer à l'eau chaude et au savon après coup parce que certaines fragrances peuvent tacher et commencer à ronger par exemple le plastique ou les petites dalles qu'on peut coller nous-mêmes sur le mur. Personnellement, j'ai eu des nappes et je vois que mon plan de travail commence à avoir des petites taches de gris de plus en plus claires et ça, c'est les fragrances. Donc n'oubliez pas qu'il est important de bien ventiler votre pièce avant, pendant et après la fabrication de la pâte à savon. Et il ne faut personne avec vous, ni enfants, ni animaux. Vous allez travailler avec de la soude qui va créer une forte chaleur et des vapeurs toxiques donc qui vont aller se propager selon la taille de votre pièce si vous ne pouvez pas fermer votre porte, etc. Donc on ouvre la fenêtre, on peut mettre une hotte si vous en avez une, et vous gardez votre masque jusqu'à ce que la soude soit entièrement noyée sous les huiles. Il va falloir ensuite vous protéger vous-même, donc votre corps, votre peau et vos yeux sont les choses les plus chères que vous possédez et vous pouvez très rapidement les endommager. Donc, j'ai pas voulu mettre de photos ici, mais si vous faites une recherche Google sur brûlure de soude, vous allez découvrir la caverne des horreurs. J'ai vu une fille qui s'est pris de la soude dans l'œil. Alors, j'ai cru que c'était un attentat ou quelque chose. Non, c'est une préparation de savon qui a mal tourné et elle n'avait aucune protection. Donc, il faut protéger tout ça. Les cheveux longs, on les attache. Les ongles trop longs, on les coupe pour éviter de percer les gants. Les vêtements sont vieux ou moches ou vous savez que vous allez uniquement les porter pour ça. Vous portez des manches longues, vos jambes sont couvertes, vos chaussures protègent vos pieds. Vous pouvez opter pour une blouse ou un tablier pour protéger en plus ces vêtements-là. Donc, je vous montre ici que j'ai bien mes manches longues. Ici, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez des lunettes, donc vous mettez vraiment des lunettes. Donc, je confirme qu'elles sont nécessaires, parfois en mixant ou en coulant. Il m'arrive de voir une micro-giclure sauter sur les lunettes. Donc, si j'avais pas les lunettes, elle aurait été directement dans mon œil. Une visière complète peut être plus adaptée pour les personnes, par exemple, portant des lunettes de vue. Donc, ensuite, il vous faut un masque. Donc, un masque qui protège votre nez et votre bouche. Et le mieux, c'est de prendre un masque avec cartouche interchangeable, donc comme celui que je vous montre, ce qui vous permet d'avoir un masque qui vous dure plus longtemps. Et vous n'avez juste à changer les petites cartouches de coton qui sont à l'intérieur, qui ne coûtent pas bien cher par rapport à un masque, et qui vous disent, moi le mien, ça fait 3 ans que je l'ai, et régulièrement je change donc les petites cartouches. Sinon, vous pouvez avoir, pour les personnes qui ont déjà des problèmes respiratoires préexistants, vous pouvez partir sur une protection totale et optimale, comme le masque que je vous montre ici. Moi, personnellement, je m'en sers pour la résine, mais pour une personne qui voudrait faire des savons et qui a peur de se déclencher une crise d'asthme ou quelque chose de ce genre-là, ça peut faire très bien l'affaire. Une autre chose très importante, donc il faut être proche d'un point d'eau. Donc si par malheur quelque chose arrivait, vous devriez pouvoir vous rincer à l'eau le plus rapidement possible. Attention, contrairement à la croyance populaire et ce qu'on peut lire sur internet, on ne met pas de vinaigre sur une peau ayant été en contact avec de la soude ou de la pâte à savon fraîche. Parce que là, en plus d'une brûlure chimique et thermique, vous auriez de l'acide par-dessus. Donc, on ne met pas de vinaigre sur une peau où il y a eu de la soude ou de la pâte à savon fraîche. On rince à l'eau le plus vite possible.
Et selon la gravité de la blessure, on file chez le médecin et on se fait conduire. Vous pouvez avoir un malaise dû à la douleur ou vous pourriez paniquer, etc. Donc si vous avez la possibilité, faites-vous conduire. Sinon, appelez les pompiers. Vous leur expliquez ce qui est arrivé. Si vous en avez dans la bouche, etc., vous rincez à l'eau claire le plus rapidement possible et vous faites en sorte, si vous êtes seul, pareil, de pouvoir envoyer un texto à quelqu'un qui appellerait les pompiers pour vous. Il faut que les pompiers sachent que c'est une brûlure chimique et thermique et qu'ils apportent le matériel nécessaire pour vous traiter le plus rapidement possible. Donc, on s'amuse, mais il faut le faire quand même en respectant un cadre sécuritaire pour vous et vos proches. Et la soude, on la note. Donc, si vous faites votre soude le matin et que vous avez prévu de faire un savon dans l'après-midi, sur votre bocal de soude, personnellement, j'utilise toujours des récipients qui se ferment. On verra ensuite quel matériel utiliser, je vous le redirai. Mais des béchères ou n'importe quoi qui se ferme, comme ça, vous fermez votre truc, vous marquez dessus soude caustique, ne pas boire. Oui, il faut vous mettre à la place de la personne la plus bête que vous puissiez rencontrer. Donc j'avais lu ça sur internet après qu'un monsieur soit parti en vacances. Je crois que je vous le raconte en plus quand on parle de la soude plus tard, qui avait laissé, vous savez, la bouteille d'eau avec l'engrais et les produits pour ses plantes derrière ses plantes. Eh ben, il a été cambriolé, le cambrioleur a bu la bouteille d'eau. Il est tombé gravement malade. Et le pauvre monsieur, non seulement il avait été cambriolé, mais en plus il a dû payer des dommages et intérêts à ce cambrioleur pour ses blessures. Donc on marque la soude et ça peut arriver qu'un proche à vous, un enfant ou un animal s'approche de cette chose. Donc il faut, bien sûr, l'animal ne pourra pas lire, mais s'il y a le bouchon, il ne pourra pas boire. Donc tout le matériel que vous allez utiliser pour fabriquer vos savons reste pour fabriquer des savons. Je vous déconseille fortement de les réutiliser ensuite pour cuisiner. On dit sur internet que s'ils sont bien nettoyés et qu'ils sont passés au vinaigre, vous pouvez le faire. Personnellement, je vous le déconseille. Vous allez me dire, c'est pour nous pousser à acheter plus, pas du tout. C'est pour vous protéger. Parce que même si vous pensez avoir bien nettoyé votre mixeur, par exemple, et que vous allez faire une soupe après avec, eh bien peut-être qu'il restait de la soude dedans. Dans, par exemple, le cône, la tige, vous savez, qui amorce la lame, il peut en rester sur la lame, il peut en rester. Donc, même s'il faut investir dans un mixeur à 10-15 euros, par exemple, chez Action, faites-le, ce sera toujours mieux pour vous et votre santé. Après une recette, donc je place le matériel utilisé quelque part où ni les enfants ni les animaux ne pourront avoir accès. Je le laisse saponifier plusieurs jours avant de pouvoir le laver à main nue. Si le matériel que vous avez, pour le matériel qui vous a aidé à mesurer votre soude sèche, puis à la mélanger avec l'eau, ou à mesurer votre lessive de soude si c'est ça que vous utilisez, vous l'immergez dans l'eau chaude avec un peu de vinaigre pour neutraliser la soude. Vous pourrez le laver directement avec de l'eau chaude et du savon vaisselle. Il n'y a pas besoin de prendre de précautions. Par contre, vous gardez vos gants. Donc, vous gardez vos gants, vous mettez l'eau chaude, le vinaigre, vous commencez à laver directement et vous enlevez vos gants quand vous avez fini. Voyons comment choisir ces ingrédients, pourquoi et quel surgraissage utiliser selon les ingrédients choisis. Donc la première chose à trouver, c'est la soude. Donc on parle de soude caustique pure, donc si vous l'achetez en perles, ou de lessive de soude si vous l'achetez déjà préparée. Vous pouvez trouver au rayon bricolage de n'importe quel magasin. Il faut vraiment qu'il y ait écrit 99,9999% de soude caustique. Il ne faut pas que ce soit un produit utilisé par exemple pour déboucher les toilettes et qui contiendrait autre chose que de la soude caustique. Ensuite, vous avez l'eau. Donc personnellement, j'utilise de l'eau déminéralisée comme je vous ai expliqué plus tôt car l'eau de chez moi est très calcaire, mais vous pouvez utiliser l'eau du robinet chez vous si elle n'est pas calcaire. Si vous utilisez de l'eau déminéralisée, attention qu'elle soit pure et non parfumée. Encore une fois, pour les mêmes raisons, on ne sait pas comment le parfum réagira avec la soude. Nos ancêtres fabriquaient les premiers savons avec des graisses animales qui donnent des savons très doux, mais c'est une option que j'ai pas du tout étudiée. On peut utiliser du suie, du saindoux, de la graisse de canard. Je vous recommande de visiter la chaîne d'un ou d'une autre passionnée qui en fait. La méthodologie est exactement la même, mais là, on utilise des graisses animales en remplacement ou en ajout des huiles et beurres végétaux. Personnellement, c'est ce que j'ai travaillé.
Donc toutes les huiles végétales peuvent être utilisées en savonnerie, mais ne donneront pas le même résultat. Donc seules ou en association. Certaines également sont, à mon sens, en tout cas trop coûteuses pour être ajoutées dans un savon. Donc je préfère les conserver pour les crèmes, mais chacun est libre, donc chacun fait ce qu'il veut. Je ne juge pas et je donne simplement ma propre marche à suivre, mon propre avis, mais vous faites ce que vous voulez. J'ai classé toutes ces informations dans des tableaux, j'espère que vous allez pouvoir les lire. Donc il y a une colonne avec le nom en français, le nom en anglais, l'indice de saponification. S'il y a des quantités max à ne pas dépasser, je les ai également notées. Et ensuite, les croix indiquent si ça donne de la douceur, si ça aide avec la mousse et si ça apporte de la dureté. Donc, qui sont pour moi les 3 informations qu'il me faut connaître. Ensuite, je vous ai mis des notes. Donc, ce sont mes notes personnelles. Il y a vraiment un petit peu de tout. Par exemple, la première phrase, c'est utiliser pour savon visage avec huile de palme rouge et macérat de carotte, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Après, c'est des informations, donc soit qui me viennent d'internet, soit qui me viennent de mes propres tests. Donc il y a plusieurs pages, je vais essayer de bien vous laisser pouvoir faire des captures d'écran en espérant que vous puissiez tout voir et que vous puissiez trouver ça intéressant. Donc les huiles de coco et de babassou apportent de la mousse et de la douceur, mais ne doivent pas être dosées à plus de 30%. Sinon, ça va transformer votre savon, en fait, ça va vous donner l'inverse de ce que vous voulez. Au lieu d'avoir un savon nourrissant, vous allez avoir un savon desséchant. Donc si vous utilisez ces huiles coco et babassou au-dessus des 30%, il faudra revoir le surgraissage. Les huiles d'olive, d'abricot, d'amande douce, de macadamia, de noisette, de sonderie et d'avocat apportent de la douceur. Et l'huile de ricin apporte de la mousse, mais ne peut pas être dosée à plus de 10%. Donc pour 2 raisons. Une, ça va accélérer énormément la trace du savon. Et 2, ça peut le rendre cassant. Donc il y a vraiment beaucoup de tableaux de ce genre-là sur le net, avec plus ou moins les mêmes informations. J'utilisais celui d'Aromazone qui était assez complet à l'époque, mais depuis qu'ils ont refait leur site, soit je m'y prends mal, soit j'arrive pas à trouver ce que je cherche en tout cas. Mais je ne trouve plus ce fameux tableau. L'autre ingrédient phare de mes savons, donc, ce sont les beurres végétaux. Pareil, je vous ai mis un tableau donc, qui reprend exactement les mêmes informations. Donc pour avoir une recette équilibrée, on dit que la recette doit contenir au minimum 40% de gras-dure. On peut également faire un 50-50, c'est encore mieux. L'huile de coco, de copra et de babassou sont des huiles liquides en été, mais font partie des gras durs. Donc moi, j'ai tendance à les mettre du côté des beurres végétaux pour penser à les faire fondre. Le reste des gras durs, donc des beurres, il en existe beaucoup. Il y a l'avocat, le cacao que j'utilise énormément, la mangue que j'utilise beaucoup, mais plutôt en cosmétique, le karité qui est un autre de mes chouchous, muru muru, tukuma, kuku, kupuasu. Les 2 préférés donc sont le cacao et le karité pour les savons. Ils apportent dureté au savon et douceur à la peau. Pour trouver tous ces ingrédients, donc je vais sur des sites spécialisés comme Aromazone, Aromatizy, Jolie Essence, La Folie des Senteurs. Je trouve également certaines de mes huiles comme olive, noisette, coco, avocat, tournesol dans les supermarchés ou les boutiques bio. Il y a également Amazon. J'ai pas pensé à le mettre sur le tableau, mais il y a également Amazon. Nous parlons depuis tout à l'heure de surgraissage, mais qu'est-ce que c'est et à quel moment c'est intéressant? Donc le surgraissage, c'est la quantité d'huile qui n'est pas saponifiée pendant la réaction chimique. Donc on l'a vu tout à l'heure, elle est laissée en plus pour davantage de bienfaits pour notre peau. On a vu également que c'était impossible de savoir quelle huile sera saponifiée, quelle huile ne le sera pas. Et donc c'est l'un des grands mystères de la saponification. Donc on peut quand même essayer de gérer un minimum ça. Donc il existe 2 méthodes qui peuvent être utilisées seules et ou mélangées. Donc la première, c'est la réduction de soude. Il faut toujours réduire la quantité de soude, car pour la calculer, nous utilisons une formule qui prend en compte la moyenne des indices de saponification de chaque huile. Donc puisqu'il s'agit d'une moyenne, les indices peuvent être faux. Prenons l'exemple de l'huile d'olive, son indice de saponification est de 189, mais comme plusieurs types d'olives sont utilisés pour fabriquer les huiles, vous pouvez en avoir qui tournent autour de 188. Petit problème, moins de soude est nécessaire, vous en aurez donc trop. Ou 190, petit problème, plus de soude est nécessaire, vous en avez donc pas assez. Pour balancer tout ça, nous partons toujours sur une réduction de soude minimum de 5%.
Personnellement, je descends rarement en dessous des 7%, car j'aime que mes savons soient bien surgraissés. Donc, on voit ici l'exemple d'une recette que j'ai fabriquée. Donc, je fais exactement la même recette et au dernier moment, je change le surgras de 7% à 11%. Et vous voyez qu'au final, tout reste pareil, la quantité d'huile, la quantité d'eau. La seule chose qui change, c'est la quantité de soude. Donc, avec le surgras à 11%, on met moins de soude dans notre recette qu'avec le surgras à 7%. La deuxième solution, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas celle que je recommande, c'est le surgraissage additionnel au moment de la trace. Donc c'est le fameux petit bécher d'huile qu'il est si facile d'oublier. La trace, c'est le moment où le mélange huile et lessive de soude se stabilise. On peut alors y ajouter des huiles, des poudres, des colorants, des parfums, mais le fameux surgraissage, pour moi, à part, est une erreur, tout simplement parce qu'il y a la possibilité qu'on l'oublie. Donc je l'ai fait moi personnellement une seule fois. Heureusement, je m'en suis aperçue alors que j'avais déjà mis que la moitié de ma pâte dans mon moule. Donc j'ai vite repris ma pâte, j'ai vidé mon moule, j'ai raclé un maximum, je l'ai essuyé avec un chiffon. J'ai remis l'huile qui manquait, j'ai remixé. Du coup, mes deux couleurs à l'époque avaient fait un affreux violet moche, mais au moins je l'avais sauvé, j'avais rajouté le surgraissage. Donc depuis ce jour-là, j'ai arrêté totalement d'utiliser la méthode du surgraissage additionnel. Et si je l'utilise, je mets mon surgraissage additionnel directement dans mes huiles liquides. Comme ça, je ne l'oublie pas. On peut très bien, donc comme je vous disais tout à l'heure, jouer avec les deux méthodes. Donc par exemple, là, je peux partir sur un 5% en réduction de soude et faire par exemple un 4% en ajout d'huile. Tout à l'heure, je vous disais que si vous dépassiez les 30% de certaines huiles comme la coco, il fallait augmenter le surgraissage automatiquement. Mais on peut également faire un 100% coco. Dans ce cas-là, il faut un surgraissage très important. Donc j'ai pris l'exemple de mon savon envolé de printemps qui était un savon 100% coco avec 25% de surgras en diminution de soude. Et en plus, j'avais ajouté 10% du poids des huiles en crème de coco. Par contre, il n'est ni parfumé ni coloré. Il est possible de réaliser donc ces savons avec une seule huile, mais ils deviennent trop agressifs comme pour la peau. Donc il faut absolument penser à faire un minimum de surgraissage de 24%. Et j'ai trouvé sur internet certaines recettes qui allaient jusqu'à 43%. Et pour ce type de savon, j'ajoute toujours un lait ou une crème. Donc là, vu que c'est un 100% coco, j'ai ajouté de la crème de coco. Ça va ajouter davantage de gras et donc de douceur à votre savon. Voyons maintenant le matériel pour débuter. Donc pour la fabrication, il va falloir des éléments très importants comme la balance. Donc la balance, vous pouvez trouver comme celle que je vous montre. Elle vient de Aromazone. Elle m'a coûté à l'époque, je crois, 15 €. Elle a plus de 3 ans. Elle a très bien fonctionné jusqu'à présent. Elle pèse jusqu'à 0,01 g. Donc c'est très bien pour tout ce qui va être petite quantité de parfum et de colorant. Mais elle ne pèse que jusqu'à 500 g. Donc par exemple, si j'ai besoin de peser 1 kg d'huile d'olive pour faire un 100% olive, j'ai besoin d'une seconde balance qui, elle, ne pèse qu'au gramme, mais qui va jusqu'à 3 kg. Donc j'en ai toujours deux, comme ça, selon le type de recette que je fais. J'ai trouvé également un moyen pour tromper, entre guillemets, la balance Aromazone. Si j'ai besoin, par exemple, de 800 g d'huile, je sais qu'elle ne dépasse pas les 500. Je vais peser 400 g, refaire tard et repeser 400 g. Et la plupart du temps, elle me laisse faire. Par contre, je garde les yeux rivés sur le compteur, comme ça, si elle me lâche ou si elle refuse de peser davantage, eh bien au moins je peux prendre un autre récipient et peser la différence. Il vous faut également donc un thermomètre. Donc ça c'est pareil, vous ne pouvez pas vous en passer. Il vous faut un thermomètre pour prendre la température de votre soude, pour prendre la température de vos huiles. Je sais qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas du tout de thermomètre. Elles touchent avec leurs mains les contenants et elles arrivent à deviner qu'elles sont pratiquement à la même température. Personnellement, pour la formation que j'ai suivie, il nous fallait un thermomètre, donc j'ai investi dans un thermomètre. Pour faire votre mélange d'eau et de soude, il vous faudra un récipient résistant à la chaleur. C'est extrêmement important. Et comme je vous disais, un récipient avec un couvercle, c'est encore mieux.
Ne croyez pas Internet, on ne fait pas un mélange au soude dans un pichet, un pot de Nutella ou un bocal qu'on a trouvé dans notre cuisine en verre. Le verre va finir par se fissurer et éclater. Vous allez vous retrouver avec votre soude qui va se répandre sur votre plan de travail et vous. Donc on ne fait pas de mélange de soude dans un pot en verre. On lui préfère le plastique et surtout un plastique avec en dessous le pot le sigle PP avec un triangle et le numéro 505 à l'intérieur. Le plastique PP05 ne peut pas être rongé par la soude. Donc vous allez pouvoir garder vos récipients extrêmement longtemps. Lors de mes vidéos, vous avez pu voir à plusieurs reprises, j'en ai de 3 types différents. Un qui est un simple tupperware, normalement je crois que c'était pour un meal prep que j'avais trouvé ça dans un magasin. Il a le PP5 et il a le couvercle. Sinon j'utilise un shaker à vinaigrette que j'avais trouvé chez Leclerc à un moment où ils soldaient, vous savez, leur vieux stock. J'en avais pris 2 à l'époque, ils m'avaient coûté 2 € chacun. Et ils ont le PP5 et le couvercle. Et sinon, sur la photo, vous pouvez voir que j'utilise des pots de fromage blanc. Pareil, ceux-là, ils me coûtent rien puisque je les ai. En dessous, il y a bien écrit PP05, donc je sais qu'ils sont résistants à la soude. Ils ont un couvercle, donc ça me va très bien. Ensuite, il vous faudra un pot plus petit pour mesurer la soude sèche, un saladier pour faire fondre les beurres et les huiles solides, puis y réaliser votre recette, un bécher pour poser vos huiles liquides, une spatule en silicone pour mélanger votre eau et votre soude, une autre pour mélanger votre pâte à savon et racler votre saladier. Il vous faut une cuillère pour vos huiles solides et un petit grattoir. Vous pouvez utiliser la spatule qui vous servira ensuite pour la recette. Et bien sûr, autant de béchers et de spatules que vous aurez de couleurs. Autre partie essentielle, c'est le mixeur plongeur, donc il va vous servir à mélanger votre pâte à savon. Encore une fois, sur Internet, vous pouvez trouver des exemples de personnes qui montent leur pâte à savon à la main. Moi, personnellement, j'ai essayé. Donc, pour un 100% coco, c'est tout à fait faisable. En 5 minutes, vous avez brassé votre pâte, elle a prise, vous pouvez la couler. Par contre, pour une recette beaucoup plus fluide comme la 100% olive, le faire à la main, pour moi, c'est démentiel. Désolée, mais j'ai pas je suis pas Popeye. J'ai pas le bras assez fort pour pouvoir monter à main nue un savon très fluide comme celui-ci. Donc pour moi, j'utilise un mixeur plongeur. Donc pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai acheté chez Action. À l'époque, il m'avait coûté 10 €. J'ai vu que maintenant, il est plutôt à 15. Ça fait 5 ans que je l'ai. Il m'a encore jamais trahi. Par contre, lors de notre formation, notre formatrice nous avait demandé d'en avoir 2. Elle nous avait expliqué que si vous vous retrouvez à la moitié d'une préparation de savon et que votre mixeur vous lâche, vous faites quoi? Donc soit vous avez la possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, de le monter à la main. Donc si vous êtes pratiquement à la fin, c'est faisable. Par contre, si vous étiez tout au début et que votre recette comporte beaucoup d'huile liquide ou d'huile d'olive qui garde la trace très fine, vous ne pourrez pas le monter à la main. Donc si vous avez un deuxième mixeur sous la main, lui, il peut vous servir à sauver le coup. Donc bien sûr, si vous en faites, comme je vous disais tout à l'heure, 3 ou 4 par an, c'est peut-être pas nécessaire. Mais si vous les faites comme moi en série de 5 ou 6, j'en ai toujours 2 de branchés. Comme ça, si un me lâche, l'autre est prêt. Vient l'une des parties fun, le choix du moulage. Donc il est tout à fait possible de faire un savon dans un moule maison qui ne vous a rien coûté. Il suffit de découper une brique de lait ou de jus de fruits et de vous en servir comme moule à savon, à condition que l'intérieur de la brique soit recouvert comme d'un papier aluminium, vous savez, pas le carton directement, sinon la pâte à savon va le mouiller et vous ne pourrez pas démouler. Donc personnellement, je ne l'ai jamais fait. J'avais des moules de cuisine que je souhaitais plus utiliser en cuisine, que j'ai mis dans ma partie savonnerie et ensuite j'ai investi. Donc j'ai pris sur le site Les Cosmétiques d'Estelle ces 2 petites photos pour vous montrer comment elle le fait. Donc comme je vous disais, je cuisinais beaucoup en pâtisserie, etc. Donc j'avais énormément de moules à pâtisserie. Et j'en ai sacrifié 2 ou 3 donc, pour faire mes savons. Le moule que vous voyez ici, je sais qu'il est en vente à Action
il doit être dans les 3 ou 4 euros. Donc lui, ça vous fera un moule à savon pour pas grand chose en pain qu'il vous faudra ensuite découper. Et par contre, si c'est le même moule que vous achetez, vous faites attention, il est vaguelé sur le fond, ce qui fait que quand vous allez démouler, le fond deviendra le dessus de votre savon. Donc si vous voulez faire, je sais pas, dessiner des petites vaguelettes, colorer et ensuite couler votre pâte à savon, ça peut faire un effet très fun. Là, je vous montre un tout petit échantillon des différents moules que j'ai et des savons qu'on peut obtenir avec. Il vous faudra également, si votre moule ne possède pas de couvercle, du film alimentaire pour recouvrir votre savon au moins durant les premières 24 heures. Ça va éviter que votre savon ne se couvre d'une espèce de pellicule blanche qu'on appelle de la cendre de soude. Donc c'est pas caustique, mais par contre c'est disgracieux. Surtout si vous aviez fait un beau dessus de savon avec des belles arabesques et que vous voyez que toutes vos couleurs ont pâli et sont couvertes. Moi personnellement je déteste ça. Donc ça arrive quand les savons ont été mis trop vite au contact de l'air ou alors qu'ils contiennent trop d'eau. D'ailleurs là je ne sais pas si vous voyez sur le dessin donc des petits trains, on peut voir que certaines parties du bleu et du rouge sont plus pâles. Et ben c'est de la cendre de soude. Donc j'ai pas trop compris comment c'est arrivé parce que du coup là c'est l'intérieur du moule. Mais pareil, ça a dû venir peut-être d'une humidité qui restait dans le moule quand j'ai coulé la pâte. En tout cas, c'est des taches blanches, parfois poudreuses aux doigts, et qui s'en vont très facilement avec de l'eau ou simplement une machine à vapeur. Ensuite vient le moment de découper. Donc un couteau et une planche à découper peuvent suffire. J'avais commencé avec ça. Mais j'avais beaucoup de difficultés à faire des parts égales et droites. J'ai décidé alors d'investir dans un découpeur. Donc j'en ai eu un tout premier qui m'a pas duré bien longtemps. J'avais dû le payer une dizaine d'euros chez AliExpress. Et ensuite j'en avais commandé un tout petit peu plus complexe. C'est un découpeur à fromage, hein, plus qu'à savon. Mais bon, maintenant je l'ai depuis 3 ans et malgré ma production, il tient bon. Par contre, je pense avoir changé la lame au moins, le fil à couper, au moins 3 ou 4 fois maintenant. Pour trouver le matériel, c'est exactement comme pour les ingrédients. Il existe de nombreux sites spécialisés comme Aromazone, Jolie Essence, Aromatisi, La Folie des Senteurs, etc. Je trouve également du matériel simple comme les saladiers, les béchères, les spatules dans les supermarchés, les magasins type Action ou Nose. J'y prends également souvent des moules. Pour le découpeur, il faudra aller voir sur des sites type Amazon ou AliExpress. Et à l'époque, j'en avais repéré des fantastiques sur Etsy, mais qui coûtaient un bras. Et je me débrouille, comme je vous disais, avec celui-là très bien. On y est. Donc, comment débuter ? La première chose que je vous conseille, c'est de vous familiariser avec un calculateur. C'est vraiment, à mon sens, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on peut tout calculer à la main, mais pendant ma formation, j'ai vu que même les plus calés d'entre nous peuvent facilement faire une erreur. J'avais commencé avec celui de Aromazone, donc qui permet de faire les deux méthodes de calcul de surgraissage, celui par réduction de soude, celui par ajout d'huile, et on peut également mélanger les deux. Il est très facile à utiliser, il se trouve sur leur site. On peut saisir en grammes ou en pourcentage la quantité d'huile. Le tableau est assez complet, on peut trouver facilement toutes les huiles et les ajouts comme la cire d'abeille. Il nous donne les indices de saponification, les quantités en grammes et en pourcentage, la soude que vous voulez utiliser, les ajouts au moment de la trace, donc le surgraissage. On va faire une petite recette la plus simple que je vous propose depuis tout à l'heure, donc la coco olive, 28% coco, 72% olive, pardon. J'ajoute que je veux 7% d'huile au moment de la trace, mais on aura la possibilité de calculer ça après différemment. Donc là, je m'aperçois qu'il y a un problème, je vais revenir dessus. Tout est à zéro, oui, allez, vite. Je me rends compte que j'ai pas mis la quantité totale d'huile que je souhaite dans ma recette. Donc dans ce cas-là, c'est 1200 grammes. On recalcule. Là, il y a eu un petit bug. Il ne veut pas me mettre la suite du tableau. Donc je rappuie et c'est parti. Donc là, ça nous donne toutes les valeurs. Et ensuite, ça nous donne un tableau avec les pourcentages possibles de réduction de soude et de surgraissage total. Donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités.
Je suis déjà à 7%. Il le garde en mémoire et je peux très bien faire en plus une réduction de soude à 4%, ce qui me fera un surgraissage total à 11%. Aujourd'hui, je préfère utiliser SoapCalc, donc qui est pareil, un calculateur, mais en anglais. Il est plus précis pour vérifier les caractéristiques du savon. On l'avait utilisé durant ma formation et ensuite on nous conseillait de l'utiliser pour la partie pro. Donc c'est surtout avec celui-là que je me suis familiarisée. Il faut connaître la traduction commerciale de chaque huile. Donc c'est pour ça que je vous indique à chaque fois une colonne dans mes tableaux huile et beurre avec la traduction en anglais. Donc on va faire exactement la même chose, on va faire la même recette mais cette fois sur ce site-là et vous verrez qu'on aura quelques informations supplémentaires. Donc le site se présente comme ça, la première chose qu'on va me demander c'est de quel type de soude je vais utiliser, puis le poids de mes huiles, ma concentration de soude, le surgraissage, la fragrance, je la compte jamais par le site. Ensuite, je vais chercher donc mon huile de coco. En France, elle est à 76 degrés et pas à 92 puisque là, elle a été chauffée. On voit sur le côté, comme vous voyez, qu'on peut pour chaque huile connaître donc le pouvoir durcissant, nettoyant, donc conditionnant, c'est tout ce qui va être les bulles, bubbly pareil, creamy c'est la crème, donc est-ce qu'il va être crémeux à utiliser. Et les indices iodine et INS, ça concerne donc les caractéristiques chimiques de votre savon. Est-ce qu'il va durer dans le temps? Est-ce qu'il va fondre plus vite? Est-ce qu'il a la possibilité de rancir? Donc rancir, ça veut dire que votre savon dégorge des huiles qui ont tourné et qui sent la friteuse. J'ai les mêmes informations pour l'huile d'olive. Je viens mettre mes pourcentages. Comme vous voyez, ils sont déjà en mémoire parce que c'est des pourcentages que j'utilise souvent. Là, sur la colonne en bleu, j'ai toutes les informations cette fois du savon. Et si je passe sur la page suivante en faisant calculer la recette, j'ai toutes les informations nécessaires. Donc j'ai mon total des huiles, mon surgraissage, ma concentration, le iodine est bonne, l'INS est bonne. On peut dans la partie verte au milieu voir une fourchette de valeurs et voir si vos valeurs correspondent. Sinon il faut modifier un petit peu à droite à gauche la recette pour qu'elle soit parfaite. En bleu, ça va nous donner exactement les mêmes indications que sur la feuille de calcul. Donc la partie vraiment chimique de votre savon. Et ensuite, donc vous avez une partie additive et notes. Alors moi personnellement, je m'en sers quand je fais un savon avec beaucoup d'ajouts, mais un savon précis pour ses ajouts. Par exemple, mon savon visage, il a toujours les mêmes ajouts et c'est toujours la même recette. Donc j'ai imprimé directement ma recette sur un papier et j'ai dans la colonne additive et notes, j'ai noté tout ce qui m'intéressait pour le refaire exactement pareil. Ensuite, tout ce qui va concerner les fragrances, les colorants sur une recette que je vais utiliser plusieurs fois, je laisse ces parties blanches. Par contre, je peux noter des choses comme trace rapidement avec telle fragrance, le violet qui a pâli ou le violet qui a le plus accéléré, parce que c'est un problème qu'on rencontre beaucoup avec le violet. Donc je mets des petites notes comme ça. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par SoapCalc mais qui ne l'utiliseraient pas parce qu'il est uniquement en anglais, il a été traduit et il est disponible maintenant sur genialvegetal.net. Je l'ai utilisé plusieurs fois pour me rendre compte, c'est exactement la même chose, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Le seul vrai conseil que je peux vous donner, c'est de commencer simple, de vous familiariser avec des recettes simples, puis de les compliquer légèrement. Donc soit en ajoutant des ingrédients, soit en modifiant la concentration de soude. Vous avez vu depuis tout à l'heure, je vous glisse une recette très simple pour débuter. C'est la 28% coco, 72% olive. Elle est très facile à travailler. La trace apparaît assez rapidement, mais suffisamment longtemps pour que vous puissiez faire des couleurs lorsque vous serez prête à les faire. Avec un surgraissage à 5% et une concentration de soude à 30%, vous obtenez ici une recette assez facile à faire et assez facile ensuite à décliner. Je vous conseille de jouer avec votre calculateur, essayez de modifier les huiles, les pourcentages, voyez ce que ça change à votre recette finale, mais surtout, n'oubliez pas qu'on ne dépasse pas 30% de coco, sinon vous serez obligé d'augmenter énormément votre surgraissage. Mais vous pouvez ajouter une ou deux huiles, un beurre, vous pouvez également ensuite commencer à travailler les laits. Il faut vraiment que vous partiez du plus simple et ensuite que vous évoluez ingrédient par ingrédient.
N'oubliez pas également que la température joue sur le résultat final. Donc notez dans votre petit carnet que vous avez travaillé cette première recette par exemple à 50 degrés pour votre mélange beurre et huile et votre soude est à 35. Vous avez un écart de 15 degrés, c'est ce qui est en général recommandé. Et essayez la fois suivante d'avoir par exemple une soude à température ambiante avec des beurres qui tournent aux alentours de 35-40 et vous refaites le savon. Vous verrez qu'il aura une couleur différente et ça vous permettra ensuite de voir quelle température vous devez utiliser pour avoir une pâte plus claire, par exemple si vous voulez faire des marbrages. Une autre question qui revient souvent, et je pense que je vais la glisser ici, c'est pourquoi je n'indique jamais ma quantité d'eau et de soude. Alors, je vais vous donner le conseil que notre formatrice nous avait donné. Si quelqu'un vous les donne sur une chaîne YouTube, un site internet, coucou les filles, j'ai fait un savon, j'ai mis tant d'eau, tant de soude, fuyez. C'est ce qu'elle nous avait dit. Donc tout simplement parce que 1, vous n'apprenez rien par vous-même, et 2, si elle a fait une erreur de calcul ou une erreur en retranscrivant, en recopiant sur son site les informations, vous allez faire la même erreur. Donc je ne dis pas que c'est des personnes qui n'y connaissent rien, je dis simplement qu'une petite erreur est simple à faire à plusieurs niveaux. D'ailleurs, c'est la même chose dans les livres. La formatrice nous avait montré différents livres qui avaient été édités par des éditions sérieuses, comme Nathan, Hachette, etc. Et dedans, il y avait des erreurs, et des grosses erreurs. Par exemple, une fois, on avait une soude qui devait être, d'après nos calculs, à 106 grammes. Et dans le livre, il y avait écrit 166. Parce que je pense que la personne qui a tapé le livre a fait une coquille, s'en est pas rendu compte. Et la relecture, même s'il y en a à peu près 15 avant d'éditer un livre, peut-être que personne s'en est rendu compte. En tout cas, il y avait 60 grammes de trop dans la recette sur un calcul de 450 grammes d'huile de base. C'était énorme. Le savon, heureusement, était dosé avec un surgraissage à 8, mais avec cette erreur, il était descendu en dessous des 5. Donc toujours, même si vous avez acheté un livre, que vous faites confiance à la personne parce que vous avez vu qu'elle avait une chaîne YouTube et qu'elle a une savonnerie qui fonctionne, etc., repassez ces calculs parce que peut-être que c'est simplement une erreur d'écriture, d'imprimerie. Là, je vais vous donner une recette simple pour débuter. Je ne vais pas vous communiquer ni la quantité d'eau, ni la quantité de soude, puisque je veux que vous appreniez à utiliser un calculateur. Je vais vous donner les grandes lignes, mais alors vraiment les très grandes lignes, avec les informations que je vais vous donner. Vous rentrez ça dans les bonnes cases du calculateur et vous avez votre réponse. Donc on part sur la même recette que je rentre dans le calculateur depuis tout à l'heure. Une recette coco-olive avec 28% de coco, 72% d'olive, un surgraissage, d'ailleurs j'ai écrit sugraissage, je vais corriger tout de suite, à 5% et une concentration de soude à 30%. Donc si vous achetez votre soude déjà prête, la concentration sera entre 30 et 35% selon la marque que vous allez acheter. C'est à vous de modifier sur le calculateur la valeur. Par contre, si vous l'achetez en billes et que vous faites vous-même votre mélange avec l'eau, là, c'est à vous de décider. Donc, on vous dit que la moyenne, c'est entre 30 et 35%. Et ensuite, c'est à vous de jouer selon les savons que vous voulez utiliser. Si vous voulez, par exemple, ajouter des laits liquides dans vos savons, vous pouvez très bien mettre une concentration proche des 45-48 et la différence de liquide que vous allez recalculer avec une soude, par exemple, à 30, va vous donner, par exemple, vous avez mis votre soude à 45%. On vous dit, et c'est une bêtise, ça concerne rien, uniquement l'exemple, on vous dit qu'il vous faut 103 grammes de soude, et donc vous aurez besoin de 206 grammes d'eau. Ensuite, pour savoir la quantité d'eau et de lait que vous allez pouvoir utiliser dans cette recette, vous reprenez votre calcul et comme tout à l'heure, vous changez uniquement la concentration de soude. Tout à l'heure, on a changé uniquement le surgras. Ici, on va changer uniquement la quantité de soude. Donc, dans la valeur concentration, like concentration, à la place de 48, on met 30. Dans ce cas-là, il vous faudra beaucoup plus d'eau pour noyer, entre guillemets, votre soude. Et la différence de calcul, ce sera la partie en lait que vous ajouterez dans votre pâte à savon. Plus la quantité d'eau sera faible dans votre pâte à savon, plus elle deviendra épaisse rapidement. Mais plus vous mettez d'eau dans votre savon, plus long, plus mou il restera longtemps.
Il sera difficile à démouler et il y a également un haut risque de rivière de glycérine comme on a vu tout à l'heure avec le savon sirène. Pour un design compliqué, il vous faudra trouver une concentration qui vous permet à la fois de vous amuser avec plusieurs couleurs sans vous stresser. Donc ça, je ne peux que vous conseiller de tester la même recette avec plusieurs concentrations pour voir les différences. Notez, je ne vais pas vous dire de filmer parce que moi c'est ce que je faisais, ça me permettait après de travailler sur ce que j'avais fait, mais vous pouvez noter toutes ces informations-là. Notez également la température à laquelle vous travaillez. Ça peut vous renseigner sur pourquoi une pâte à savon a tracé plus vite qu'une autre, avec la même recette. Attention cependant, il y a un maximum sécuritaire à ne pas dépasser. En règle générale, on dit qu'il faut 1 g d'eau pour 1 g de soude. Donc votre concentration maximum ne doit jamais dépasser les 50%. Lorsqu'on a progressé, qu'on a réalisé plusieurs savons, on peut également s'apercevoir que la soude peut être fun. Alors attention, ça reste toujours une matière dangereuse, mais si on sait jouer avec la quantité d'eau ajoutée dans la pâte à savon, on peut également voir que puisque ça modifie la température et donc la saponification, nous donnera des couleurs différentes à la pâte. Donc on peut jouer avec un savon américain, je crois, qui s'appelle le Ghost Swirl. En gros, ça donne les arabesques fantômes. Et donc qui est uniquement réalisé avec des huiles et des soudes, mais à différentes concentrations. Donc au lieu de réaliser une seule et même pâte avec une seule et même soude, on divise cette grande pâte en plusieurs parties et chaque partie a une concentration de soude différente. Donc je l'avais réalisé dans le cadre de ma formation, c'était une étape qu'on devait passer, donc savoir gérer à la 3 béchères de soude, 3 bols de pâte, d'huile. Donc c'est quelque chose que j'avais fait il y a très longtemps et j'en ai refait un l'année dernière, je crois, pour l'une de mes amies. Du coup, on va pouvoir tout voir ensemble. Je vous ai gardé la recette, ma méthodologie pour faire les calculs et j'ai gardé la vidéo et les photos. Donc ici, j'ai réalisé une pâte à savon, 3 pâtes à savon. La majorité a une concentration à 45 et les 2 petites parties ont une concentration de soude à 38 et 30%. Donc je vous montre comment j'ai fait mon petit calcul. J'ai pris une recette que je connais très bien, que j'ai déjà travaillé avec différentes concentrations et différentes températures. Je sais à quelle vitesse elle progresse, donc c'est une de mes chouchous. Vous la voyez très souvent passer sur ma chaîne. C'est cacao, coco, olive, ricin. Donc je vous ai mis le pourcentage, je vous ai mis les grammes, mais j'ai caché la valeur de soude caustique. Il vous faudra la recalculer. Donc avec ma recette, c'est un surgraissage à 7%, une concentration de soude à 42. Ici, je vous montre comment j'ai recalculé donc cette même recette. Donc j'ai gardé ma base d'huile et ensuite j'ai recalculé par portion j'ai 2 portions de 300 g d'huile et une portion de 600 g d'huile. Donc j'ai toujours un surgraissage à 7% et par contre là j'ai 3 concentrations de soude. Donc je vous laisse avec la fabrication. Vous allez voir que je vais faire le même chemin à chaque fois. Donc j'ai commencé par fondre mes beurres, les 3 béchères l'un après l'autre en commençant par le plus grand. Ensuite, je vais commencer à mettre mes huiles liquides dans mon saladier, puis dans chaque béchère. Puis je vais ajouter mes soudes, puis je vais brasser. Chaque partie indépendamment. Je verse donc la majorité de ma grosse partie. Ensuite, je viens faire les arabesques avec les autres couleurs. Je sais que l'éclairage ne le permet pas beaucoup, mais j'espère que vous voyez quand même qu'il y a plusieurs tons de jaune qui viennent se mélanger.
un plus foncé que les autres et un carrément crème. On en est déjà au découpage et là vous allez voir à l'intérieur ce que ça donne. Donc on voit bien des arabesques de 3 couleurs, sauf que ce sont uniquement des pâtes à savon non colorées. 2 jours plus tard, j'ai pris les photos et on voit toujours donc les marques. Par contre, j'ai pas pensé à vous prendre des photos et là j'en ai plus et l'échantillon que j'ai gardé est complètement blanc. Donc il parle pas beaucoup, mais je pense qu'il doit rester quand même des arabesques fantômes, c'est le nom du savon. Donc il doit rester quand même des marquages. Voilà, ça y est, on est prêt, il est temps de se lancer. Donc la recette a été passée dans le calculateur. Je vais maintenant préparer mon matériel et mes ingrédients. Et la première chose que je vais faire, c'est de désinfecter mon espace de travail et tout le matériel. Je vais débuter une session de savonnage. Donc j'ai sorti 2 bouteilles. La première, c'est un produit lavant que j'ai fabriqué. La deuxième, c'est mon alcool à 90. Donc j'ai 2 chiffons, un gris qui me servira toujours à nettoyer ma surface avec mon produit lavant et mon rose qui me servira donc à désinfecter ma surface. Et j'en sortirai un deuxième pour désinfecter ensuite le matériel. Donc pour ça, je ne mets pas mes gants. Là, je viens de me laver les mains et j'ai mis de l'alcool à 90 sur mes mains. Donc je pchie toute ma surface de travail. Je nettoie toujours quand je viens de terminer quelque chose. Là, j'avais fait une session de cire, donc j'ai tout nettoyé après avoir tout rangé. Mais on ne sait jamais, je repasse quand même un petit coup. Comme ça, ma surface est toute propre. Vu qu'ensuite, on peut faire tomber les spatules dessus, il ne faudrait pas qu'il reste des choses. Voilà. Donc, je mets bien mon chiffon avec ma bouteille. Je laisse sur le côté de ma table et je fais exactement la même chose, mais cette fois avec l'alcool à 90. J'attends juste que ça sèche un petit peu. Il reste un petit peu des endroits. Hop, ce que je fais, c'est que je le retourne et je repasse un petit coup. Voilà. Donc je prends mon alcool à 90 et je fais exactement pareil. Je la mets sur le côté et je viens frotter. Voilà, donc là c'est la première étape de ma préparation. Ensuite je viens préparer le matériel. Je vous retrouve maintenant avec la préparation du matériel. Donc j'ai pris un saladier, 2 béchers, un grand, un plus petit pour faire mes 3 couleurs différentes. Et dans mon grand bécher, je viendrai également mettre mes huiles liquides. Ça, c'est le pot pour mon eau. Le petit pot en verre où je viendrai peser ma soude sèche. Le couvercle pour ma soude. Pardon pour ça. Je garde toujours un petit bol dans lequel je viens mettre mon pied de mixeur une fois qu'il est souillé. Et le matériel, donc pour la peser, ça c'est pour mesurer mon huile de coco, mes beurres. Une petite gratounette pour venir gratter. Ça va être la spatule pour ma soude, ma spatule pour mélanger mes huiles avec mes beurres et ensuite pour mélanger ma partie principale. Et celle-ci, j'en avais sorti une verte aussi, que j'ai mis où? Qui seront donc pour mes 2 parties. Il faut que j'aille la chercher parce que sinon il m'en manquera une. Bon, bah ça ne sera pas une verte, mais une bleue, mais elle est assez souple pour ce que je veux faire avec. Donc je prends mon alcool à 90, je prends un chiffon qui va être dédié à ça, donc il me servira uniquement à venir désinfecter mon matériel, et je badigeonne partout. Donc, la balance peut en recevoir un petit peu. Voilà, et aussi à l'intérieur. Et ensuite je viens faire tous les pots. Donc, reculez-vous parce que tout cet alcool, moi qui ne bois jamais, ça me monte rapidement à la tête. Voilà, donc il y en a partout. Je prends mon chiffon,
Donc je fais d'abord l'intérieur. Donc tous mes pots sont lavés, la plupart passent au lave-vaisselle, sinon je les lave à la main. Ensuite je les laisse sécher là sur mon plan de travail et je les range comme ça. Et lorsque j'en ai besoin, je les sors et je les désinfecte. Ouh, ça y est, ça me tourne la tête. Donc je fais toujours l'extérieur parce que j'estime que vu qu'on touche, bah, il faut que ce soit propre et désinfecté également. Voilà. Donc celui-là, il me servira pour ma troisième couleur. Donc le savon que je compte vous présenter là sera avec une base non colorée et 2 couleurs à l'intérieur. Donc à chaque fois, je prends un bécher assez grand pour contenir mes huiles liquides. Et la troisième couleur sera dans un petit bécher. Pour le petit bol de la soude, faites attention qu'il soit bien sec au moment de verser votre soude sèche, sinon elle va coller. Et si vous avez un petit peu d'eau dans votre alcool, ça va commencer à réagir dans votre petit pot. Pardon pour ça. Ça, c'est un petit couvercle que je garde pour poser mes ustensiles une fois que je les ai utilisés, pour ne pas les poser directement sur mon plan de travail. Je fais également le mixeur, son pied, son fil et un petit coup sur la balance. Non. Je reprends mon chiffon rose, j'enlève le trop plein d'alcool sur ma surface. Voilà. Donc je vous rejoins d'ici une seconde pour faire les ingrédients. A tout de suite. J'ai sorti tous mes ingrédients, je vais maintenant les ajouter. Donc je commence toujours, je suis désolée, vous allez voir que j'ai déjà tourné. Oui, j'ai pas filmé. Donc j'ai toujours une cuillère. Je commence aussi toujours par mes beurres, je trouve ça plus simple, après c'est chacun son choix. Et je mets mes ingrédients non pesés sur ma gauche et ce que j'ai pesé sur ma droite. Ensuite, je fais pareil avec ma coco. Donc ce que je fais, c'est que je la précasse pour pas que ça me prenne trop de temps et que je m'abîme encore plus les mains. Je suis désolée pour ça, mon chien n'est pas content. Il va falloir que je monte. Ah, ça doit être le facteur, j'attendais un colis. Alors là, je dois enlever un petit chouillard. Voilà. Et par contre, le trop plein, je le mets. Voilà. Donc, mes solides sont pesés. Je viens mettre mon coco sur ma droite. J'enlève mon bol. Je prends mon grand bécher. Je vais commencer par mon ricin. J'aurais vidé à la bouteille, ça aurait été plus vite. Quand je m'approche de la fin, je remets le bouchon et je finis avec le petit doseur. Voilà, hop, sur ma droite. Et enfin, mon huile d'olive. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous pouvez très bien le peser dans un bécher à part et le rajouter après. Donc ce que je fais, c'est que je vide normalement et quand je vois qu'on se rapproche, je fais des petits filets.
on y est. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je prends un petit stylo. Oui, moi je l'ai fait en série. J'aime pas sortir tout mon matériel pour en faire qu'un. Donc là, j'en ai 4 à faire, donc je vais mettre un numéro sur celui-là, qui sera mon numéro 2. Normalement, je mets hashtag 2. Voilà. Je vous montre ici les fiches de production que j'utilise pour créer mes savons sans m'y perdre, surtout quand j'utilise plusieurs couleurs ou que mon plan comporte plusieurs étapes. Cela me permet également de savoir le matériel dont j'aurai besoin. J'utilise l'exemple d'un savon de Pâques que j'ai réalisé 2 fois, une en 2023 que j'avais publiée et une que j'ai refaite l'année suivante pour les proches qui avaient adoré le premier. Donc j'utilise les infos du deuxième, mais les photos du premier. Malheureusement, je n'ai pas gardé de photos de celui que je n'ai pas publié. Je commence par réaliser une rapide esquisse du résultat que j'espère, puis je décortique les infos essentielles. Sur ma première page, en plus du titre et du dessin, j'indique la fragrance que j'ai choisie ainsi que les couleurs pour le savon et les décos en melt and pour s'il y en a. À cela, j'ajoute mon choix en paillettes et en douille pour le pochage de ma chantilly. Le dessin me permet de voir comment diviser ma pâte, ce qui sera important pour les calculs de colorants ensuite. Sur la deuxième page, je recopie ma recette en y joignant les ajouts que je compte faire. Ici, je doserai ma fragrance au fur et à mesure que je mélangerai mes couleurs, donc je ne l'ajoute pas à cette étape, mais à la suivante. Si le savon était d'une seule couleur ou même sans couleur, mais parfumé, je ferai figurer ici ma quantité de fragrance et l'incorporerai dans mon total. Ici, dans cet exemple, je n'ajoute que mon lait de coco. L'information la plus importante ici pour la suite est le poids total de ma recette. Sur ma troisième page, je décortique plus encore la recette. Ainsi, je sais exactement combien de pâte à savon extraire de mon total pour chaque couleur et combien de fragrances je dois leur ajouter. Les 2 premières colonnes correspondent à mes couleurs. La troisième est mon pourcentage de pâte à extraire. Pour le calculer, je reprends mon dessin et tente de le diviser en 10 parts. Je veux que ma couleur 1, qui est ma base, soit 3 fois plus présente que mes 4 couleurs. Et je dois garder en mémoire que ma chantilly sera prélevée dans ma base et qu'elle n'a que 2 des 5 couleurs. Je compte toujours dans ce cas 1 part et demie par couleur de ma chantilly. Donc, en résumé, je vais attribuer 3 parts à ma couleur 1 qui est ma base, les couleurs 2 et 3 qui servent à la fois comme couleur et à la fois comme chantilly, je leur compte 2 parts et demie chacune, et les couleurs 4 et 5 qui servent uniquement comme couleur valent 1 part chacune. Ensuite, je calcule ma quantité de pâte en grammes, cette fois pour chaque partie. J'utilise toujours la méthode du produit en croix en gardant ma première ligne comme ligne de référence. Je multiplie mes parts en pourcentage par la quantité totale de ma pâte en grammes, que je divise ensuite par 100. Ici, il n'y a que 3 calculs à faire puisque 4 de mes couleurs ont le même calcul, mais il y a 2 calculs différents pour le vert et le turquoise et pour le violet et le rose. J'ai besoin pour calculer ma fragrance de savoir combien de grammes d'huile contient chacune de mes parties. Je reprends donc la méthode du produit en croix en conservant toujours la première ligne comme référence. Elle représente d'un côté la quantité totale de ma pâte et de l'autre la quantité totale des huiles. Je multiplie mes parts par la quantité totale de mes huiles que je divise par la quantité totale de ma pâte. Encore une fois, je n'ai à faire le calcul que 3 fois, puisque 4 de mes couleurs, 2 plus 2, ont le même calcul, mais 2 sont différents. J'ai choisi de doser mes colorants à 1%, donc pour savoir la quantité de mica à ajouter dans chacune de mes parties, j'utilise à nouveau le produit en croix. Je calcule le poids de colorant à ajouter par rapport au poids de pâte à savon. Par contre, pour la fragrance, qui elle est dosée à 3%, je la calcule par rapport au poids des huiles. C'est long à faire en amont, mais le jour J, cela évite pas mal d'erreurs, d'interrogations et de mauvaises surprises. Si par exemple vous vous rendez compte au moment de verser votre fragrance qu'il vous manque 10 grammes, il est trop tard pour passer commande, il est trop tard pour changer de fragrance. Si vous vous étiez posé la question avant, vous n'auriez pas eu ce problème. Le tableau suivant me sert pour le suivi dans le temps de mes savons.
Donc en cas de problème, si mon savon rancit plus vite que prévu par exemple, je peux me référer à ces informations pour essayer de repérer le problème. J'y note l'endroit où j'ai acheté le produit, la DLC et la référence. Comme ça, si j'ai un problème, si j'ai le même problème sur plusieurs savons, je peux m'apercevoir par exemple qu'il y a eu un problème avec l'huile d'olive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un gros scandale au tout début de la guerre en Ukraine, quand ils avaient commencé à couper l'huile d'olive avec de l'huile de tournesol. J'avais dû jeter énormément de savon, puisque sur une même bouteille, j'avais fait 4 recettes différentes, et les 4 ont tourné, tout ont ranci. Celles avec le colorant et la fragrance ont ranci moins vite que la nature, mais tout ont ranci. Mon dernier tableau, c'est un tableau un petit peu plus professionnel. On devait le constituer pour chacune des recettes lorsque j'ai suivi la formation. On devait y indiquer la date et l'heure de fabrication. Donc pour l'heure, normalement, il fallait y indiquer la date de début et la date de fin, les données météo de la journée et les infos plus précises comme la température de la pièce, de la soude et des huiles solides ainsi que l'humidité de la pièce. Il fallait également y ajouter des choses comme la durée de mixage pour chaque partie et on devait laisser un petit encart pour créer notre numéro de lot en cas de commercialisation de ce savon. Donc je ne le fais plus étant donné que je ne commercialise plus et j'ai aussi les vidéos. Si j'ai des questions, je peux toujours me référer aux vidéos. Je prépare la veille ou plusieurs heures à l'avance ma solution de soude pour qu'elle soit à température ambiante quand je souhaite procéder à la fabrication. Je commence par peser l'eau, je me munis d'une pipette pour les fins de pesée où il manque quelques grammes quand je n'y arrive pas du premier coup. J'enfile ensuite mon matériel de sécurité, les gants, les manches longues, les lunettes, le masque. Je pèse ma soude sèche, puis je procède au mélange. Même protégé, j'évite de rester directement au-dessus du récipient. Les vapeurs peuvent vous brûler la peau non protégée comme celle du front. Je prends mon temps pour cette étape, je dois m'assurer que toutes les perles de soude ont fondu. Je gratouille les bords et le fond du récipient pour m'assurer qu'aucune petite bille ne reste collée. Lorsque mon mélange redevient clair comme de l'eau, ma mission est réussie. Je referme vite mon récipient et je l'éloigne de mon plan de travail en faisant attention qu'il est noté dessus qu'il s'agit d'un contenant de soude. Pensez aux visiteurs, même les indésirables, même les cambrioleurs. Attention, il arrive parfois que le lendemain, ma soude présente comme des petites écailles de soude sur le dessus de mon eau. Je vous mets une photo. Ce n'est pas de la soude mal mélangée, mais de l'écume de soude. Donc c'est tout aussi dangereux. Cela se produit lorsque le mélange eau-soude a refroidi trop vite ou qu'il y a eu un choc thermique. Comme ici, je n'avais pas allumé mon chauffage, donc mon atelier était trop froid. N'essayez pas de la remélanger, ça servira à rien. Préférez utiliser comme ici une petite passoire en métal pour filtrer ces petites mouches. Je vais en profiter pour vous parler d'une méthode qu'on n'a pas encore évoquée et qui est pourtant ma préférée. Donc on appelle ça la méthode du transfert de chaleur. C'est quand on utilise notre soude fraîchement mélangée et donc encore brûlante pour fondre les beurres et les huiles solides. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça m'arrive très souvent de réaliser mes créations en série. Donc par exemple, je ne sais pas si on va voir sur la vidéo, mais celui-ci est le numéro 2 ou 5. Ça doit être le 5. Donc, je prépare mes soudes. Je vais préparer par exemple 1, 2, 3, 4. Et pendant qu'elles sont en train de refroidir, je vais faire le 5e avec ma soude chaude. Comme ça, je ne perds pas de temps en attendant que les autres refroidissent. Et je peux très bien réaliser un savon même avec 2 ou 3 couleurs en utilisant cette méthode. Attention, elle peut également trahir, entre guillemets. De temps en temps, le fait d'avoir utilisé cette méthode va forcer votre trace qui deviendra beaucoup trop épaisse pour ce que vous voulez faire. Vous êtes maintenant prêt à faire fondre vos beurres et vos huiles. Si vous utilisez la méthode classique, je vous conseille d'utiliser un bain-marie chaud mais non bouillant pour faire fondre vos matières grasses doucement sans trop les chauffer. Évitez le micro-ondes pour ce même détail. Si vos huiles solides montent trop haut en température, vous risquez de les endommager ou il faudra attendre beaucoup plus longtemps pour qu'elles refroidissent et qu'elles obtiennent une température qui vous permette de mélanger. On dit qu'il faut savonner avec des huiles et une soude à la même température entre 35 et 50 degrés en évitant d'avoir un écart de température supérieur à 15 degrés. Donc si vous travaillez par contre avec des cires comme de la cire d'abeille,
Il vous faudra savonner dans la fourchette la plus haute, donc aux alentours de 45-50 degrés, au risque de voir la cire d'abeille commencer à se redurcir. Et soit vous aurez des morceaux de cire d'abeille non fondus dans votre pâte à savon, soit ça va complètement fausser votre préparation. Vient ensuite une étape très importante, c'est le moment de mélanger les corps gras à votre solution de soude à l'aide du mixeur jusqu'à la trace. La trace, c'est le moment où votre mélange accroche le pied du mixeur et qu'en le sortant, la pâte coulant du mixeur laisse une trace sur la surface. Il existe plusieurs stades de traces, de la simple émulsion, donc le moment où les huiles et la soude sont mélangées et ne se séparent pas, à ce qu'on appelle la truelle, ou ce que j'appelle en tout cas la truelle. Si on ne mélange pas assez, la pâte à savon peut déphaser, c'est-à-dire que nos deux solutions, notre solution de gras et notre solution de soude, vont se séparer dans notre moule. On peut régler ce problème si on s'en rend compte assez vite en remettant le tout dans le saladier. On rebrasse avec le mixeur et on recoule. Mais si vous aviez mis des couleurs, ça va faire un truc moche, mais non dangereux. Si on s'en rend compte trop tard, c'est la cata. Le tout va à la poubelle, dans un sac directement à la déchetterie. On manipule le tout avec précaution et en portant les gants. Donc jusqu'à présent, moi ça m'est arrivé une seule fois. C'était un savon que je souhaitais faire avec beaucoup de détails, etc. Et donc j'avais préparé en amont plusieurs étapes et je les avais pas assez brassées. Donc je voulais quelque chose de très fluide pour pouvoir réaliser les détails que je voulais. Mais tout a déphasé. Je me suis retrouvée avec des pains avec au-dessus un espèce de mélange d'eau et d'huile qui était pas récupérable. Et il y a même un des moules que je n'ai jamais pu récupérer. Je pense que c'est celui qui a été le plus longtemps en contact avec la soude pure. Il a été rongé, il y avait carrément des entailles et des trous qui s'étaient formés. Je vous mets le schéma qu'on nous avait fourni lors de ma formation, donc pour nous montrer l'évolution de la trace. Donc il y a 5 stades. La première, c'est l'émulsion. Donc c'est l'étape parfaite si vous souhaitez faire plusieurs couleurs, plus de 4. Ou si vous avez une fragrance qui accélère la pâte. Donc je m'en sers souvent lorsque je souhaite faire plusieurs savons à partir de la même base. Ensuite vient la trace fine. Donc celle-ci est parfaite encore une fois si vous souhaitez faire plusieurs couleurs, plus de 3, ou si votre fragrance accélère la pâte. Je change de savon pour vous montrer la trace moyenne. Donc celle-ci, elle est parfaite pour couler une pâte nature ou la base de vos cupcakes par exemple. Ou bien si vous souhaitez insérer d'autres parties en savon qui vont peser lourd et qui vont couler si votre pâte n'est pas assez épaisse. Donc ici, je vous montre un savon jardinier. C'est pour ça que vous voyez des petites choses flotter. C'est du sable et de la cendre. Ici, j'ai voulu vous montrer celui-là parce que pendant que je brasse, je suis à la trace moyenne et le temps que je retire mon mixeur de ma pâte, que je le nettoie et que je commence à vouloir remplir mes moules, elle était devenue épaisse. Et donc j'ai trouvé intéressant de vous montrer les deux. La trace épaisse, elle peut servir de la même façon que la trace moyenne, mais elle va être plus difficile à gérer. J'évite pratiquement toujours d'avoir une trace épaisse, même si j'ai un savon complètement nature, je vais m'arrêter à la trace moyenne, on va dire poussée, juste avant la trace épaisse. Parce que la trace épaisse, vous allez avoir de l'air qui va rester prisonnière de votre pâte à savon, même si vous tapez votre savon. Si vous tapez votre moule à savon pour faire remonter ces bulles dans une pâte liquide, les bulles vont remonter à la surface. Avec une trace épaisse, elles ne vont pas remonter et vous allez vous retrouver avec des trous dans votre savon. Et j'ai horreur de ça. Donc c'est vraiment, encore une fois, une question d'esthétisme. Ensuite, vous avez une autre trace qui est trace épaisse, mais cette fois, elle est volontaire. Donc vous allez chercher à pousser, ce qu'on appelle pousser la trace, pour obtenir ce qu'on appelle la chantilly. Donc la chantilly de savon, c'est quand votre pâte à savon est suffisamment épaisse pour être pochée dans une poche à douille, exactement de la même façon qu'en pâtisserie. Donc vous pouvez faire, là, comme sur le savon, ça va être le dessus d'un cupcake. Vous pouvez également faire de la chantilly sur certains de mes savons où je mets, d'ailleurs je vais rajouter une page,
Oui, je vous parle en même temps. Je vais rajouter une page avec un savon surmonté d'une chantilly, ça sera plus parlant, et peut-être même un cupcake. Donc ici, on voit un cupcake, exactement celui que je suis en train de préparer dans la vidéo, et juste à côté, on peut voir un savon qui est surmonté d'une chantilly. La dernière étape, et c'est celle que je vous déconseille d'atteindre, donc c'est ce que j'appelle la truelle. Ça arrive souvent quand on a trop de gradure dans la recette ou bien en raison d'un ajout. Le miel ou l'argile peuvent provoquer ça ou une fragrance, comme dans la vidéo que vous voyez. Donc il faut toujours vérifier les fiches produits de vos fragrances. Vous aurez plein d'informations, surtout si le site est spécialisé en savonnerie. Par exemple, si vous vous connectez au site Aromatisy, vous aurez dans la fiche produit des indications comme la décoloration de la pâte. Donc, est-ce que la fragrance va agir sur la couleur de la pâte? Est-ce qu'elle va agir sur la trace? Et donc, vous avez certaines indications comme ça qui peuvent vous être très utiles pour éviter de faire vos propres tests. Maintenant que notre savon est fait, quand peut-on le démouler? Donc, il est préférable d'attendre la fin de la saponification qui arrive entre 48 et 72 heures selon le type de recette que vous utilisez. Ici, on voit un coco olive miel avec un surgras à 9%, une concentration à 42% et j'avais ajouté 10% du poids des huiles en ajout de lait de coco. Le démoulage a eu lieu après 79 heures car vous voyez à l'intérieur des moules, les gravures sont très délicates et si on n'attend pas qu'il est suffisamment séché, on a du mal à décoller le savon de ces petites gravures. Le deuxième savon que je vous montre, c'est un savon au sel. Donc comme les 100% coco, les savons au sel doivent être démoulés dans les 4 à 6 heures et découpés dans la foulée au risque de les voir s'émietter. C'est pour cette raison que je préfère utiliser des moules individuels pour ces recettes. Ici, on a un lait coco, thé vert et sel d'Himalaya avec un surgras à 30%, une concentration de soude à 40%, avec 10% de poids des huiles en ajout de lait d'amande et 5% en ajout de miel. Je l'ai démoulé 6 heures après la coulée. Pour la durée de la cure, il faut un minimum de 4 semaines à votre savon pour qu'il puisse évacuer l'excès d'eau, mais certaines recettes peuvent nécessiter beaucoup plus longtemps, comme les 100% olives où un minimum de 9 mois est recommandé. On dit en règle générale qu'au-delà de 20% d'huile d'olive, il faut compter 6 semaines pour chaque tranche de 20%. Donc je vous montre ma petite bibliothèque qui me sert à faire curer mes savons. Donc elle n'est pas optimale puisque les planches sont pleines. Vous voyez que le bas du savon ne peut pas respirer. Donc de temps en temps, je viens et j'inverse les tranches. Donc soit je les retourne, soit j'essaye de les pencher différemment pour qu'elles puissent respirer. Comme vous pouvez voir en bas à droite de l'image, ceux-là ont déjà curé sur un sens. Et là, j'ai fait une espèce de pile pour qu'ils puissent rester tout le bas, pour qu'ils puissent respirer. Avant de partir en cure, j'aime procéder au test de pH de mes savons. Certaines personnes préfèrent le faire après. Personnellement, je préfère le faire avant. Pourquoi mettre un savon à curer s'il est toxique? Je préfère le savoir dès le début. De toute façon, la cure ne changera pas le pH de votre savon. Donc, si votre savon est à un pH bon au début de cure, il aura à peu près plus ou moins le même à la fin. Par contre, s'il est caustique, même si vous attendez 5 mois, il sera toujours caustique. Donc, je vous montre une petite vidéo où je teste un savon. D'ailleurs, c'est le 100% coco que j'ai utilisé au tout début de la vidéo. J'utilise des languettes pH que j'achète chez Aromazone. Lorsque, pendant les confinements, on était tous en rupture, j'avais trouvé à peu près la même chose à la pharmacie. Donc, ce sont des languettes pH qui vont de 1 à 14. Je m'en sers également pour tester mes soins cosmétiques, même si je ne le montre pas dans chaque vidéo. Je trouve que ça prend trop de temps et que ça rajoute du coup beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que je devrais le faire plus souvent. Pour réaliser une économie sur ces bandelettes, j'avais fini par investir dans un pH mètre qui était également obligatoire pour ma formation. Malheureusement, il me lâche complètement durant la vidéo. J'ai pas réussi à le faire redémarrer. J'ai eu beau changer les piles, j'ai essayé de le talonner. Donc le talonner, c'est faire des tests avec des solutions de mélange différents. Donc on a du neutre et du basique.
et il s'est pas du tout rallumé. Donc j'en ai recommandé un depuis. Pour le savon, on parle d'un pH basique de l'ordre de 9 à 10. Si le pH est plus bas, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que ça vient des languettes ou est-ce que ça vient du fait que je rajoute des adoucissants comme le miel, le lait, etc. Je ne sais pas. En tout cas, le pH mètre était d'accord avec les languettes à chaque fois, donc je me dis que c'est possible. Par contre, s'il est plus haut, entre 11 et 14, il y a des chances qu'il soit caustique. Donc surtout ne pas l'utiliser. On a vu tout à l'heure comment s'en débarrasser. On le met dans un sac poubelle qu'on apporte à la déchetterie de notre commune. Vous pouvez utiliser la mairie, vous pouvez appeler la mairie si vous n'avez pas de déchetterie et ils vous diront où aller déposer ce type de produit. Il y a dû y avoir un problème à un moment. Soit il y a eu une erreur dans la recette ou au moment de la pesée des ingrédients, peut-être que la balance a flanché ou peut-être que perdu dans nos pensées, on n'a pas vu qu'on n'avait pas été jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, ce savon doit être jeté le plus rapidement possible. Il existe une manière de le sauver, on appelle ça la méthode de la refonte, mais il faut également être capable de savoir où est le problème pour pouvoir recalculer et ajouter ce qui manque. Donc si vous savez que vous aviez fait 2 béchères d'huile d'olive et qu'il y en a un qui est resté sur le côté, il manque 500 g d'huile à votre savon, et bien là c'est facile de faire le calcul, vous remettez votre savon à fondre et vous rajoutez ces 500 g d'huile. Je vous conseillerais également de rajouter environ 100 g d'huile ou du lait, un yaourt ou quelque chose qui va apporter un peu plus de douceur. On n'est jamais trop prudent. Mais vraiment, je vous conseille de regarder des tutos consacrés à ce sujet. J'en perds mes mots, je crois que ça fait trop longtemps que je parle. J'espère en tout cas avoir pensé à tout. Bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions si certains points restent à éclaircir ou si j'ai oublié quelque chose. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Elle m'a demandé vraiment beaucoup de travail. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, tous les lundis comme d'habitude. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.